Comment protéger nos enfants contre les abus sexuels? D'abord briser le silence. Journée d'information aujourd'hui en France. Les militaires tirent dans la foule. Plus d'une centaine de morts aujourd'hui en Birmanie au lendemain du coup d'État. Une première médaille française en bronze la nuit dernière à Séoul. Les émotions des Jeux chaque soir dans ce journal. Un satellite civil de plus dans l'espace. L'information est banale, me direz-vous. Il y a désormais des milliers d'engins qui gravitent ainsi au-dessus de nous. Mais il s'agit d'un satellite lancé aujourd'hui par Israël. Le premier satellite expérimental mis au point par un pays dont les formidables capacités scientifiques et technologiques s'arrêtent officiellement au bord du nucléaire. L'orbite sur laquelle gravite ce satellite est suffisamment basse pour permettre une éventuelle mission de surveillance. De Jérusalem, Charles Anderlin. 11h32, Shavit, la fusée Made in Israël décolle pour sa première mission dans l'espace. Le lancement s'est déroulé sans incident et Horizon a pris une orbite polaire, une apogée de 1155 km, un périgée de 250 km. Voici ce satellite israélien, un engin expérimental de 160 kg, 2,30 m de haut. Sa durée de vie sera courte, 1 mois seulement. Les prochains satellites israéliens devraient avoir une plus grande longévité. Les spécialistes soulignent les difficultés d'un lancement de ce genre. Pas question de lancer la fusée vers l'est, vers les pays arabes. En cas d'incident, l'engin pourrait tomber entre leurs mains. Shavit a été donc tiré vers l'ouest, à l'encontre de la rotation de la Terre. L'orbite passe au-dessus des pays du Proche-Orient, ce qui suscite bien entendu de nombreuses spéculations. Les dirigeants israéliens font très attention à ne pas parler de satellites militaires. Avec cet événement, parce que ça signifie les progrès immenses de notre science, de notre technologie, de notre industrie. C'est tout. Yitzhak Rabin, le ministre de la Défense, lui, n'a pas fait le moindre commentaire. En tout cas, c'est ainsi qu'Israël est devenu aujourd'hui le 10e pays à entrer dans le club de l'espace. Décollage d'une navette américaine, départ d'un lanceur soviétique. Depuis 30 ans, les deux grandes puissances conjuguent l'art des fusées avec celui de l'arme nucléaire, et cela s'appelle par exemple missile stratégique. Peu à peu, le club des possesseurs de bombes et fusées s'est agrandi. L'Europe sera la 3e puissance spatiale avec la fusée Ariane. Pour la France, c'était là une façon de prouver que sa force de dissuasion nucléaire était tout à fait réaliste. La Chine, elle, a ses fusées baptisées Longue Marche. De quoi là aussi transporter la bombe. La bombe que possède également l'Inde. L'Inde devenue puissance spatiale. Même si les deux récentes tentatives de mise sur orbite de satellites se sont soldées par des échecs. Il y a juste un an, le Brésil à son tour effectuait son premier lancement. C'était une fusée sonde. Peut-être bientôt de quoi lancer des satellites. Tout comme Israël, on soupçonne fortement ce pays de travailler aussi à l'élaboration de la bombe atomique. Exception à la règle du club, le Japon. Son statut lui interdit de posséder l'arme nucléaire. Son industrie spatiale, exclusivement civile, sera bientôt comparable à celle de l'Europe. Il faut en parler, il faut oser en parler, malgré la gêne, les tabous et le risque aussi de briser des silences qui ne sont pas toujours ceux de l'ignorance. Les enfants aussi sont victimes de perversité et de violences sexuelles dans des proportions qu'on n'ose à peine imaginer. 1 fille sur 4, 1 garçon sur 8. Accélérant une action entreprise il y a 2 ans, Madame Dorlac, le secrétaire d'État à la famille, organisait aujourd'hui une journée d'information, réunissant à Paris et en province des spécialistes de l'enfance. Mais avant d'entendre les spécialistes, 2 voix courageuses, celle de 2 jeunes filles qu'a rencontrées Patrice Pelé. L'une a été victime de son père, l'autre de son grand-père. Alors j'ai subi l'inceste par mon grand-père environ vers 9 ans jusqu'à 14-15 ans. J'ai été violée par mon père, j'avais 9 ans la première fois, et ça s'est terminé, j'avais 13 ans. Le grand-père de Monique est lieutenant-colonel de gendarmerie, le père de Claudine est directeur d'une société d'auto-école. C'est très impressionnant quand ça arrive par quelqu'un de la famille, c'est l'autorité face à une petite fille. Et... Enfin moi je pouvais rien faire. Ça se passait toujours quand ma mère n'était pas là. Et... Enfin, je crois qu'une petite fille, elle trouve pas les mots, elle se demande ce qui lui arrive et elle trouve pas les mots pour le dire.
Elle a peur en plus, enfin moi j'avais toujours peur. C'était un chantage affectif. Sinon, à 11 ans, je me suis mise à m'arracher les cheveux. Mais personne n'a réagi ou a réagi négativement. Mes parents m'ont engueulée. Alors je me suis arrêtée de m'arracher les cheveux. Je pense qu'il y avait une relation entre ça et les agressions sexuelles. Et jusqu'au jour aussi, où un petit peu avant que j'ai mes 13 ans, j'ai réussi à lui dire que si ça continuait, enfin j'allais le dénoncer, j'allais le dire à ma mère, j'allais le dire à d'autres gens. Et là, il a arrêté, il avait peur, enfin. Vous pensez que vous allez pouvoir éliminer ce souvenir? Non. Non, je l'éliminerai pas. Mais vous allez le surmonter? Oui. C'est difficile? Oui. Mais ça se surmonte en combattant justement pour d'autres petites filles qui subissent la même chose et que pour ça s'arrête définitivement un jour. C'est au sein d'une association que Monique et Claudine ont trouvé de l'aide. Une aide qui leur donne aujourd'hui la force de dénoncer et de briser le silence. Et quelle formidable victoire sur soi que d'oser ainsi parler à visage découvert. Ces deux jeunes filles nous demandent de communiquer un numéro de téléphone qui peut être celui du réconfort. C'est celui de l'organisation qui les a aidées justement. Le 05 05 95 2 fois. Un numéro vert, celui du collectif féministe contre le viol. Les statistiques en cette matière sont bien floues pour cerner le nombre de viols et d'incestes commis chaque année en France. Une dizaine de milliers, croit-on. Anne Poincinet. D'après le nombre de condamnations, 1636 enfants de moins de 15 ans victimes d'abus sexuels en 86. Mais ce chiffre ne prend pas en compte toutes les autres victimes, celles qui ne parlent pas, celles qui ne portent pas plainte. À preuve, 60% des mineurs qui appellent anonymement SOS Viol déclarent qu'ils n'en ont parlé à personne. La question a été posée à 1000 étudiants pris au hasard. Résultat, 4% des filles et 3% des garçons déclarent avoir été victimes de viol ou d'inceste, en majorité vers 12 ans. Difficile d'avoir des chiffres, donc difficile de savoir si le nombre de cas augmente. De toute façon, pour rompre le silence, l'enfant ne doit pas hésiter à se confier. Il n'existe pas de portrait robot. Le violeur d'enfants se recrute dans toutes les catégories sociales. Tout juste peut-on dire que selon une enquête, 45% d'entre eux présentent une pathologie importante. Enfin, 55% des violeurs agissent dans leur propre famille. La moitié des cas de viol sont des cas d'inceste. Il n'existe en France, à l'hôpital Kremlin-Bicêtre à Paris, qu'une seule unité médicale spécialisée dans les problèmes de l'adolescence. Professeur Alvin, bonsoir, vous faites partie de cette unité. Dans votre tâche quotidienne, qu'est-ce qui est le plus difficile? De faire parler les enfants ou de les guérir? Je crois que nous sommes structurés d'une manière qui fait que les adolescents, en tous les cas lorsqu'ils sont accueillis de façon appropriée, s'ouvre relativement facilement. Le problème est plus quoi faire une fois que l'adolescent nous raconte telle ou telle histoire dans ses antécédents ou dans sa vie quotidienne. Il faut quand même que je dise que nous traitons des adolescents et pas des tout petits enfants et que le problème serait un peu différent avec les petits enfants. Alors dans le cas des adolescents, quels sont les traumatismes, les séquelles que vous constatez le plus souvent? Il faudrait d'abord, si vous voulez voir pourquoi les adolescents viennent nous voir, c'est une population tout venante et c'est justement pour ça, je crois que c'est intéressant de constater que la violence subie, j'entends bien, c'est quelque chose d'un peu quotidien au niveau du terrain et pas forcément sexuelle, mais la violence à connotation sexuelle est quand même très fréquente. Alors nous voyons des victimes qui sont victimes d'agressions sexuelles dites par étrangers, on les voit surtout dans le contexte de l'urgence, après qu'elles aient porté plainte ou que leur entourage ait porté plainte. Là, il y a tout un travail spécifique à faire et nous avons un programme, nous avons essayé de monter un programme spécifique pour les accueillir et pour bien les accompagner. Et puis, il y a toutes ces situations qui sont très difficiles à généraliser sous le même chapeau, qui sont les situations incestueuses et qui vont effectivement de la jeune fille qui, depuis des années, se fait violer par son père, à une jeune fille qui n'aura jamais été violée par son père, mais qui aurait été totalement harcelée par un papa ou un oncle un peu trop entreprenant, qui lui parle de façon vulgaire, qui surveille tout ce qu'elle fait, bref, des climats incestueux qui rendent la vie totalement invivable. Alors, c'est l'un des rares cas, je crois, où un médecin a le droit de lever le secret médical s'il estime qu'il peut agir.
Alors, c'est un peu délicat cette affaire de loi en ce qui concerne les médecins, mais il est bon de la rappeler. Une des choses qui fait que la médecine existe, je crois, et qu'elle a la qualité qu'elle a, c'est que le médecin est tenu au secret médical. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de ces filles, en fait, ne nous parlent que parce qu'elles savent, ou on le leur a dit, qu'elles ont droit au secret médical. Cela dit, si un médecin se trouve devant une situation manifestement dangereuse pour un enfant, en particulier un mineur, j'entends, et que ce danger est actuel et certain, alors il a le pouvoir de signaler cette situation, c'est-à-dire que la loi l'autorise à lever le secret médical, il a le pouvoir de signaler cette situation au service administratif et en cas de grande urgence au service judiciaire. Et il nous est arrivé, rarement certes, mais tout de même, de signaler des situations directement au procureur de la République. Docteur Alvin, merci. Et disons bravo à cette lycéenne de 19 ans violée dans la nuit de samedi à dimanche. Non seulement elle a porté plainte, mais elle a eu le courage de donner rendez-vous à son agresseur. Elle a prévenu les policiers qui ont pu monter un guet-apens et l'appréhender. L'homme est sous les verrous. Une confirmation, le petit corps calciné découvert près de Berville dans l'Eure est bien celui de Delphine. Les analyses n'ont pas permis de déterminer si elle a subi des violences sexuelles avant de mourir. Il semblerait que les gendarmes aient établi le profil du meurtrier. Ce n'est qu'un projet, mais il agite les milieux de la prévention routière. Va-t-on mettre une boîte noire dans chaque voiture, comme il en existe dans les avions? Une boîte noire qui pourrait servir de témoin principal en cas d'accident. Stéphane Magnier. Pour l'instant, ce n'est qu'une simple étude sur la faisabilité d'un tel projet. Les questions posées sont nombreuses. Ce mouchard sera-t-il comparable à celui existant déjà sur les poids lourds? Faudra-t-il le charger avec une feuille de papier avant de se mettre au volant? Ou les progrès de l'électronique aidant, sera-t-il opérationnel en permanence? Enregistrera-t-il la vitesse et la durée de conduite? Portera-t-il témoignage uniquement en cas d'accident? Ou sera-t-il utilisé en cas de contrôle de police? Mais même si on peut mettre en place un tel mouchard, il faudra encore convaincre les automobilistes de le payer entre 3 et 5 000 francs, le rendre compatible avec la réglementation européenne et savoir s'il équipera toutes les voitures ou seulement les neuves. Pas étonnant dans ces conditions que la délégation à la sécurité routière n'envisage pas de résultat à cette étude avant plusieurs années. Le copilote avait trop bu. Bilan 16 morts. Vous souvenez-vous de l'accident de cet avion qui faisait la liaison Bruxelles-Bordeaux et qui s'est écrasé près de Mérignac en décembre dernier? Le journal Sud-Ouest publie aujourd'hui les expertises du parquet. Pascal Deschamps. 21 décembre 1987, les pompiers évacuent les derniers corps de la carlingue carbonisée. Médecins légistes et techniciens peuvent commencer leur enquête. Premier élément connu dès janvier, la boîte noire fait apparaître que les deux hommes ont commis des erreurs d'appréciation. Il y avait du brouillard, leur descente a été trop rapide. Deuxième élément, les résultats de 2 expertises médicales révélées par Sud-Ouest. Taux d'alcoolémie, 1,04 g pour le copilote, 0,55 g pour le pilote. Le règlement impose un taux nul. Des résultats que conteste ce soir le syndicat des pilotes de ligne et Air Littoral, la compagnie aérienne. Tous deux s'appuient sur une contre-expertise effectuée dès février et qui donnait, elle, des taux normaux. Le syndicat des pilotes menace même d'en demander une nouvelle, en attendant le rapport d'enquête qui lui devrait être remis au ministre des Transports avant la fin de l'année, un rapport qui exclurait toute défaillance matérielle. Préavis de grève pour la fin de la semaine à Air Inter, préavis déposé par le syndicat national du personnel navigant. Premier tour des élections cantonales dimanche prochain. Les candidats battent campagne. Parmi eux, beaucoup de nouveaux venus grâce à la loi limitant le cumul des mandats. Olivier Lerner a suivi l'un d'eux, avocat de son État. Il se présente au Petit-Quevilly dans le sillage d'un jeune ancien. Je suis Laurent Fabius. Et je suis avec François Zimret, notre candidat pour les élections cantonales. On est venu pour vous dire bonjour. Et puis, si vous le voulez, pour bavarder avec vous. L'éléphant Fabius intronise la petite souris Zimret. Mais le maître n'est pas toujours là pour tenir la main de son élève. Dans un des nombreux HLM du Petit-Quevilly, vous croiserez peut-être le regard d'un jeune homme inconnu qui frappe à toutes les portes. Pour la première fois, François Zimret fait campagne sur son nom. La technique employée est simple, l'abordage est systématique. 50 000 francs en poche, quelques amis conseillers politiques ou colleurs d'affiches, rêver d'un premier mandat peut devenir réalité à condition de ménager quelques susceptibilités.
J'ai 70 ans et j'aurais bien aimé être de l'âge de François, parce qu'il faut laisser la place aux jeunes, quoi. Henri Le Villain, son adversaire communiste, est conseiller général sortant. Pour lui, pas de problème de crédibilité ni de notoriété, c'est une figure locale. En noir et blanc ou en couleur, François Imret s'est lui aussi attaché à se forger une image. Malgré son jeune âge, il tente de développer un discours politique cohérent tout au long de ses journées de campagne calquées sur celles d'un candidat chevronné. Contrairement à ce qu'on dit, beaucoup de gens de mon âge ont le sens des responsabilités et préfèrent l'action au discours. Alors il n'y a pas de meilleur moyen d'agir que de se présenter à une élection pour vouloir être élu et essayer de faire changer un peu, faire bouger un peu les choses. C'est un garçon qui fera de belles choses si les petits cochons ne le mangent pas en route et s'il garde simplicité et proximité avec les gens. C'est ce qu'il y a de plus important, être disponible, c'est ça qui compte. Élu conseiller général, François Imret tentera certainement sa chance au municipal. Battu, il retrouvera sa robe d'avocat abandonnée quelque part dans les vestiaires du palais de justice de Paris. En attendant, la plaidoirie de Laurent Fabius a duré plus d'1 heure. Les jurés apprécieront. La bataille des rythmes scolaires va-t-elle recommencer? Monseigneur Lustiger s'émeut des conditions dans lesquelles les élèves peuvent suivre l'instruction religieuse à l'école, en général le mercredi. Or, beaucoup de parents souhaitent passer leur samedi avec leurs enfants. À Bourges, le tribunal administratif vient d'annuler une décision de l'académie qui voulait porter au mercredi les programmes du samedi. Chantal Quimerlin et Dominique Laury. Pendant 1 an, 8 écoles de Bourges ont fait cours le mercredi matin au lieu du samedi matin, à l'instar de 2500 autres écoles publiques et à la satisfaction de plus de 75% des parents. On en profitait au maximum pour des petites choses banales, hein, faire le marché, aller à la piscine, faire des choses tout à fait banales mais qui resserrent beaucoup le cercle familial. L'Église a demandé la suppression des cours le mercredi, raison avancée. Le mercredi est jour de catéchisme, pas question de le déplacer le samedi matin. Nous ne voulons pas du samedi matin parce que le samedi matin précisément a été abandonné par les instituteurs, ils nous l'ont répété, parce qu'il y avait un taux d'absentéisme excessif. Alors il est évident que si on nous donne le samedi matin et que nous nous trouvons devant le même absentéisme, ça n'est pas sérieux. Je suis intimement persuadé d'une chose, c'est que le problème avancé par Monseigneur Plateau concernant la catéchèse est un faux problème. Car les enseignants ont les enfants 27 heures par semaine, et de même que les familles peuvent faire donner un enseignement artistique ou sportif à leurs enfants en dehors du temps scolaire, elles ont, si elles en ont la volonté, la même possibilité de leur faire donner un enseignement religieux. Le problème, quelle place donner à l'enseignement du catéchisme, peut-il être intégré à la scolarité, comme le souhaite l'archevêque de Bourges, une polémique qui risque de relancer un vieux débat. Courrier avec Monseigneur Plateau qui m'a dit que j'agissais sur un mouvement d'humeur, alors que c'est totalement faux, j'avais bien réfléchi. Et donc, il n'ira plus au catéchisme, il est louveteau, il continuera sa formation chrétienne auprès des louveteaux. La balle est maintenant dans le camp du ministre de l'Éducation nationale. Et le dossier n'est pas clos. 150 morts selon les rares témoins qui peuvent communiquer avec le monde extérieur. Une vingtaine de victimes selon les autorités militaires. C'est le bilan imprécis mais sanglant des affrontements qui ont eu lieu aujourd'hui en Birmanie au lendemain du coup d'État militaire. Du sang sur le chemin d'un peuple qui réclame la démocratie. Gilles Rabine. Tout de suite avec Gilles Rabine. Ces soldats pacifiques qui préféraient rester assis devant les manifestants ont reçu hier l'ordre de se lever et d'utiliser leurs armes pour écraser toute tentative de contestation. Dès l'annonce du coup d'État militaire, des manifestations spontanées de colère ont éclaté un peu partout dans la capitale. Armés de frondes, de lances, de fléchettes, d'arbalètes ou de fusils de fabrication artisanale, les manifestants ont attaqué les barrages de l'armée, abattu des arbres pour bloquer les rues et les carrefours et dressé des barricades un peu partout dans la ville. Un bilan provisoire d'1 nuit et d'1 matinée d'émeutes fait état d'au moins 150 morts, entre 20 et 30 militaires auraient été tués. La vraie raison de ce coup d'État militaire, c'est dans ces images, tournées il y a une dizaine de jours, qu'il faut la chercher. Des soldats et des officiers ralliés aux contestataires qui ont jeté leurs armes et qui défilent, fleurs de lotus à la main, aux côtés des étudiants.
En prenant le pouvoir, le général Somong, et derrière lui l'ancien dictateur Ne Win, qui tire toujours les ficelles, tente de sauver ce qui reste d'une armée profondément ébranlée et divisée par 2 mois et demi d'émeutes et de répression. Dans un pays toujours paralysé par la grève générale des fonctionnaires, les moines bouddhistes n'ont pas hésité à braver les ordres des militaires. Aux côtés des étudiants, dont les chefs sont entrés dans la clandestinité, les moines assurent toujours leur double rôle d'agitateurs et de responsables du service d'ordre. Soldats et étudiants face à face, armés contre population, c'est le scénario le plus tragique que pouvait connaître la Birmanie. Grève et manifestations aujourd'hui en Arménie soviétique. Hier en Azerbaïdjan, 25 personnes avaient été blessées lors d'affrontements entre Arméniens et Azéris. Et puis entre Moscou et Paris, informations contradictoires sur un éventuel voyage du président Mitterrand en Union soviétique en novembre prochain, à l'occasion du prochain vol spatial franco-soviétique. On l'affirme à Moscou, on ne confirme pas à Paris. Une première dans l'histoire de la Pologne socialiste, le gouvernement a présenté sa démission au Parlement. Emmanuel Vanier. Zbigniew Messner, un proche du général Jaruzelski, était Premier ministre depuis près de 3 ans. Les critiques contre sa politique économique s'étaient renforcées après les grèves ouvrières du mois d'août. Les syndicats officiels eux-mêmes réclamaient sa démission. C'est la Diète, le Parlement polonais, qui va choisir un nouveau Premier ministre. Hier, un pèlerinage a donné lieu à une manifestation de soutien à Solidarité. Son leader, Lech Walesa, a estimé, je cite, qu'un changement de personne ne servirait à rien, c'est le système lui-même qu'il faut modifier pour sortir la Pologne de la crise. Un front de plus de 10 km de large, ce gigantesque incendie s'est déclaré samedi après-midi. À l'origine de ce feu, la sécheresse. Depuis plusieurs mois, 600 hommes luttent contre les flammes. La situation est assez sérieuse car le front de feu est extrêmement long. Le vent tourne sans arrêt et par conséquent des ravines sont sautées les unes après les autres malgré les secours qui se multiplient depuis hier soir et qui ont repris ce matin de très bonne heure. Le relief est peu accessible aux camions-citernes, pas de victimes mais des dégâts considérables, déjà 4 à 5 000 hectares détruits. Cargo poubelle cherche port d'attache. Le Carin B est ancré au large de Livourne en Italie, mais la municipalité lui refuse toujours l'autorisation d'accoster. Dans ces containers, 2800 tonnes de déchets toxiques en provenance des industries italiennes. Voilà 2 mois que ce cargo écume l'Atlantique et la Méditerranée pour se débarrasser de sa cargaison empoisonnée, mais aucun pays ne souhaite hériter de ces déchets. 3 cargos sont ainsi en attente au large de l'Italie. Il faudra plusieurs mois pour détruire les produits toxiques. Coût de l'opération, 10 millions de dollars. Et d'une en bronze, Catherine Plevinski a fait honneur à la natation française la nuit dernière à Séoul. 55 secondes 49 centièmes, un nouveau record de France, mais le 3e temps de la finale olympique du 100 mètres nage libre. Elle est contente, nous aussi. Vous la voyez là en plein exploit. Ses parents, son entraîneur et tous les Hauts-Savoyards se réjouissent puisque sa famille vit à Cluses. Claude Régent. Je suis très heureuse, mais vous voyez, je sais pas où les mettre, dans les tiroirs, je sais pas. Je sais pas du tout, il n'y a plus de place. Il y en a plein la chambre, il y en a un peu partout. En fait, maman Plevinski trouvera bien une petite place. Émue après une nuit olympique passée devant le téléviseur du salon, les parents de Catherine accueillent ce premier succès très sereinement. Supporters de la première heure, ils sont incollables sur les records et les performances de leur fille et de ses rivales. Le bronze en nage libre, ce n'est vraiment qu'un début. Oui, disons qu'elle se défend pas mal, mais sa spécialité, c'est surtout le papillon. Hein. Là, on s'attend vraiment, on y compte beaucoup sur une médaille d'or. Si vous aviez l'occasion de la voir tout de suite, votre fille, qu'est-ce que vous lui diriez? Oh bah, très content, et puis j'espère que tu vas continuer pour préparer les championnats d'Europe en Allemagne la saison 89. Insatiable parent qui habite à côté de la piscine de Cluses, l'itinéraire le plus simple pour Catherine qu'un de ses premiers entraîneurs n'a pas oublié. Je crois qu'à l'époque, il y avait sa sœur qui nageait. Alors autant sa sœur était grande, était large d'épaule, et autant Catherine était petite et fluette. Et s'il y avait une d'aider qui pouvait avoir un avenir, on pensait plutôt sa sœur. Puis finalement, ça s'avérait le contraire, donc la sœur a arrêté, et c'est Catherine qui est devenue la nageuse d'aujourd'hui. Cet après-midi à Cluses, de toutes jeunes chrysalides ont rêvé à leur tour de papillons en or.
Et sa maman nous l'a dit, vivement le papillon. Les perles des jeux, les prouesses, les émotions, les ratés aussi, tous les soirs dans ce journal avec nos deux compères, Pierre Salviac et Jean Mamère. Comme les spectateurs américains, vous avez bien entendu, Greg Louganis, double champion olympique, super favori du tremplin à 3 mètres, a bien touché la planche avec la tête. Plus de peur que de mal, heureusement, il s'est qualifié pour la finale de l'épreuve. L'Américain Matt Biondi, superstar, au départ de la finale du 200 mètres nage libre dont il est le favori. Mais à l'arrivée, c'est un inconnu qui triomphe. Échec et mat pour Biondi, dominé par un inconnu de 20 ans, l'Australien Duncan Armstrong qui décroche la lune. Joël Bouzou vainqueur, c'est un peu prématuré, mais le Français a réalisé un véritable exploit en remportant l'épreuve d'escrime du pentathlon moderne. Mal classé après l'équitation, mauvais tirage du cheval, Bouzou a eu la bonne idée. La bonne main aussi, qui lui permet de remonter de la 20e à la 3e place du classement général. C'est l'image incongrue de ces Jeux, une femme chez les hommes forts. À Séoul, cette Américaine met tous les lutteurs à ses pieds, et ils obéissent. Elle est la seule femme arbitre dans un sport olympique qui n'est réservé qu'aux machos. De quoi en prendre de la graine. Au menu de la nuit, en direct sur Antenne 2, toutes les épreuves à partir de minuit 30, surtout de la boxe, de la natation et de la gymnastique. Le Festival de Cannes, rassurez-vous, ce n'est qu'en mai prochain, mais on sait ce soir qui présidera le jury, Francis Ford Coppola en personne. La télévision en question, c'est le thème qui est vraiment d'actualité, retenu ce soir par Jean-Marie Cavada pour la marche du siècle, tout de suite après ce journal. Un sondage intéressant pour nourrir votre réflexion, celui que publie Télé 7 jours. Vous êtes 40% à penser que la concurrence entre les chaînes n'améliore pas la qualité des programmes. En matière d'information, vous êtes 28% à préférer les chaînes publiques et 16% les chaînes privées. Et puis un dernier sondage pour terminer ce journal dans le bonheur. Les Français sont heureux. Ils sont plus heureux lorsqu'ils sont jeunes, riches et bien portants, on s'en serait douté, mais d'après les chiffres que publie demain Marie-Claire, 89% des Français se disent très heureux ou heureux, surtout en famille. Sur cette excellente nouvelle, je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Vous avez rendez-vous avec Hervé Claude vers minuit, demain Télématin et dans un instant, bien sûr, la météo avec Laurent Cabrol. Bonsoir, à demain.